Alors, bonjour et bienvenue à mon talk sur l'injection SQL. L'injection SQL, comment ça marche? Donc, dans la prochaine heure, on va regarder comment fonctionne l'injection SQL. On va regarder toutes les méthodes pour bien comprendre le fonctionnement. Mais avant de commencer, je me présente. Alors, je m'appelle Sébastien Huneau, alias The Rage. Je suis enseignant en informatique au Cégep de l'Outaouais. J'enseigne les cours de piratage éthique, j'enseigne les cours de serveur Windows, serveur Linux, j'enseigne les cours de programmation, PHP, Android, Python, PowerShell, j'enseigne les cours de scripting. Je suis également instructeur Cisco CCNA et CCNA Sécurité. Donc, on peut voir, là, j'enseigne à peu près tous les cours qui se donnent en informatique au Cégep. Je travaille aussi au CCTT en cybersécurité, le Centre collégial de transfert de technologies Cyber Québec. Puis c'est un centre de recherche spécifique en cybersécurité au Cégep de l'Outaouais. Pour être sûr de bien parfaire mes connaissances aussi, là, je suis une formation, une AEC spécialisée en cybersécurité de soir. Donc, hier soir, j'étais en classe, puis demain, je vais être en classe. Donc, c'est pour être vraiment certain là, de continuer de parfaire mes connaissances. J'ai aussi une expérience précédente au sein du gouvernement fédéral comme programmeur analyste et comme sysadmin. Fait que, on peut voir là, que j'ai quand même un bagage qui est assez complet en informatique. On est ce qu'on appelle, je suis ce qu'on appelle un jack of all trades, fait que je fais à peu près n'importe quoi. Des fois, les gens n'aiment pas ça, les jack of all trades. Moi, je suis personnellement très fier d'être un jack of all trades parce des fois, on va dire jack of all trades, master of none, c'est-à-dire que tu maîtrises à peu près rien. Mais dans mon cas, là, ou dans nos cas, moi, je réponds toujours, oui, mais on est better than most. Fait qu'on a quand même une bonne connaissance sur plusieurs sujets, une meilleure connaissance finalement que la majorité des gens. Donc, soyons fiers d'être des jack of all trades. Le plan de présentation, ben, je vais faire une petite introduction à l'SQL. Donc, si jamais vous n'avez jamais fait d'SQL, ça va vous donner une petite idée à quoi ça ressemble. Je vais faire une introduction à l'injection SQL. On va regarder le metadata des bases de données, donc comment aller chercher le restant de l'information. On va regarder un peu les commandes union, un petit peu de théorie, quelques méthodes d'attaque, donc l'injection SQL standard, l'injection SQL aveugle ou le blind SQL injection. On va regarder aussi là, les attaques à base de temps ou les time-based attacks, les attaques causées par les erreurs, quelques pistes aussi pour se protéger, vraiment là, des petites pistes là, pour se protéger contre les injections SQL. Alors, qu'est-ce que le SQL? Ben, si vous ne connaissez pas le SQL, ça veut dire le Structured Query Language. C'est un langage qui est utilisé pour obtenir du data. Donc, ce n'est pas un langage de programmation pour faire des choses, mais plutôt vraiment pour aller chercher les données dans des bases de données et tout ça. À chaque fois que vous retrouvez des données en quelque part sur Internet ou dans une application, il risque d'avoir une forme de SQL ou un langage similaire. Puis pour le SQL, ben, il y a plusieurs types qu'on va retrouver. Il va y avoir du MS SQL qui est le Microsoft SQL. Il va y avoir du MySQL ou MariaDB qui est sensiblement la même chose. On va retrouver PostgreSQL, il va y avoir SQLite. Il y en a une panoplie. Il y a même du Oracle qui existe, mais je ne connais vraiment pas Oracle. Mais plein de sortes de langages différents. Mais qui vont tous se ressembler quand même. Ça va tout ressembler un petit peu à ça. Donc ici, on a une requête SQL très standard. Les majuscules, les couleurs, ce n'est pas nécessairement important, c'est plus pour aider à comprendre. Mais par exemple, ici, on va avoir un select ID non description prix. Donc, va me chercher les champs, les colonnes. Vous pouvez penser peut-être à une feuille Excel, pour ceux qui ont jamais fait de base de données. Fait que va me chercher les colonnes ID non description prix de la table des produits, qui s'appelle TBL produit, à condition que l'identifiant est égal à 4. Donc, grosso modo, ben, retourne-moi le produit dont l'identifiant est 4. Puis ça, on va avoir ça, là, par exemple, si on fait des recherches sur les sites de magasins, on va retrouver ça là, assez fréquemment. Le SQL, ben, c'est utilisé partout sur le web, puis la majorité du temps pour les bonnes raisons. C'est souvent sans danger. On veut aller chercher du data. Hein? C'est très paramétrable, c'est fait pour être comme ça. On veut être capable de donner un peu de pouvoir à l'utilisateur. Fait que l'utilisateur va avoir un contrôle sur la requête qui va être effectuée, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement là, dans les autres types de langages. Mais là, ici, on va vraiment donner un petit peu de pouvoir à l'utilisateur, puis ça, c'est bien correct. Par exemple, dans des champs de recherche. Hein, si je m'en vais sur le site de Best Buy, puis je veux chercher pour un ordinateur, ben, ma requête à moi va être différente de celle d'une autre personne qui cherche pour un micro-ondes, par exemple.
On va retrouver ça dans les formulaires d'inscription, on va retrouver ça dans les formulaires de connexion, donc à peu près n'importe où là, sur Internet, on peut retrouver du SQL en arrière. La majorité du temps, c'est bien correct. Si on regarde un petit exemple en PHP, à quoi ça peut ressembler, donc si je m'en vais sur une page, produit.php avec un paramètre, produit ID est égal à 1, ben, dans mon code PHP, en quelque part, je vais avoir une fonction, c'est getProduct, où je vais avoir un ID qui va être passé. Et finalement, ben, on va avoir le résultat de ma requête qui va être égal à la fonction, mais en passant le paramètre numéro 1, l'ID numéro 1 qui est ici. Et comme on peut voir, ben, la requête, select étoile from tab produit, donc tous les champs, à condition que le ID est ce que moi j'ai spécifié en haut. Et dans l'exemple qui est ici, ben, mon produit est égal à 1. La requête va ressembler à ça, avec vraiment le ID bien spécifique. Et en bas, ben, ça va me donner le produit dont le ID est égal à 1, donc un clavier Octavien Belle-Touche. Fait qu'à date, tout est beau. Il n'y a pas de problème. Fait que pourquoi est-ce qu'on parle d'injection SQL aujourd'hui? Ben, on va regarder c'est quoi l'injection SQL finalement. L'injection SQL, c'est une requête SQL valide, mais qui est non désirée par le développeur. Donc, on va faire des choses que le développeur ne s'attendait pas de faire. Ça va faire une requête qui est au-delà de sa fonction réelle, puis potentiellement, là, tout dépendamment comment c'est fait, ça pourrait permettre au pirate ou à l'attaquant d'obtenir la totalité des données sur le serveur et peut-être même plus, tout dépendamment comment le serveur a été configuré et comment l'application web est faite. En SQL, ou en fait dans tous les langages de programmation, on a le fameux Hello World. Et en SQL, le Hello World, ça va être un 0 ou 1 égale 1, ou un apostrophe ou 1 égale 1 en apostrophe, sauf le dernier apostrophe. Ça peut être des guillemets, ça peut être des variantes de ça. Donc, on a plusieurs types de Hello World, mais ça a pas mal toute la même saveur. Et pourquoi est-ce que ça consiste en injection SQL? Ben, si on regarde maintenant l'URL que j'ai utilisé pour mon produit, au lieu de mettre juste un chiffre, j'ai mis un petit morceau SQL en vert qui va se traduire à quelque chose comme ça dans ma requête SQL, parce que j'ai écrit dans mon champ 0 ou 1 égale 1. Ça ici, ça va se transformer en SQL comme ça, qui va être une requête valide. Elle va me chercher les informations dont le produit est égal à 0, ou bien 1 égale 1, c'est-à-dire que tout est vrai. Fait que ça va me retourner 100% de l'information dans ma table. Et comme on peut voir en bas, ben, je vais avoir tous les morceaux. Fait que déjà ça, c'est pas très bon, mais on a juste les produits. Hein? Puis j'ai déjà un bouton tous les produits, fait qu'il est où le problème? On peut penser que tout est beau, il n'y a pas de problème. Je veux dire, à date, je n'ai pas attaqué grand-chose. J'ai juste utilisé une deuxième façon d'aller chercher tous les produits. Fait qu'on va regarder, mais on va faire un petit peu de théorie pour être certain qu'on s'en aille vraiment tout en même place. On va commencer par regarder les métadatas des systèmes de base de données. Donc, comment est-ce qu'une base de données fonctionne, dans quel emplacement est-ce que les données vont être sauvegardées. Puis, une fois qu'on va avoir bien compris ça, on va être capable de vraiment bien étendre notre injection SQL au-delà de juste retourner tous les produits finalement. Donc, les systèmes de gestion de base de données vont prendre tout le metadata des tables puis des bases de données, puis ils vont stocker ça dans des bases de données spéciales puis des tables un peu spéciales. Fait que pour savoir comment fonctionne une base de données, on utilise des bases de données. Avec des simples requêtes, on va être capable de récupérer le nom des autres bases de données, des autres tables, des autres champs. Il va juste falloir qu'on sache finalement c'est quoi le système qui est utilisé. Donc, si c'est MySQL, Microsoft SQL, Postgre, SQLite, Oracle et compagnie, c'est comme ça qu'on va être capable de déterminer comment est stockée l'information en arrière. Par exemple, si j'utilise MySQL, ben, on va aller chercher ça dans une base de données qui s'appelle Information Schema. Si le back-end, c'est du Microsoft SQL, je vais aller chercher ça dans Master et toutes les autres, vous les avez ici. Je vais me concentrer principalement sur MySQL et PHP parce qu'ils sont très faciles à utiliser et c'est gratuit. Donc, si je m'en vais ici dans PHP MyAdmin, qui est un outil de gestion pour MySQL, mais écrit en PHP, ben,
on peut voir en haut que si je fais une requête je vais aller chercher la colonne schema name dans la base de données information schema.schemata, ça va me donner un retour, ça va me donner le nom des bases de données finalement. Puis les bases de données, ça donne que ça va être la même chose que PHPMyAdmin utilise pour m'afficher mes bases de données. Fait qu'on a, encore là, c'est un résultat qui est tout à fait désiré. Hein. Si PHPMyAdmin veut me montrer les bases de données, il faut qu'il soit capable d'aller les chercher en quelque part. Même chose pour la table pour aller obtenir le nom des tables. Donc, si je vais aller chercher la base de données démo, mais les tables, je vais aller chercher ça dans informationschema.tables, puis je vais me ramasser avec le nom de mes tables. Puis encore là, PHPMyAdmin, il va utiliser la même chose pour me donner le nom des tables de la base de données démo. OK, là, toujours pas de problème, tout est legit. Même chose pour le nom des colonnes. Mais là, on va aller chercher ça dans informationschema.columns, à condition que la table s'appelle démo. Et en fait, à condition que la base de données s'appelle démo et que la table s'appelle users. Puis je vais me ramasser avec le nom des champs, le nom des colonnes. Même chose que je vais avoir dans PHPMyAdmin. Pour Microsoft SQL, c'est un petit peu différent. Les autres, le format, ils ont décidé d'y aller différemment. Si je regarde la première requête en haut, je vais aller chercher ça dans la base de données master et la table 6.databases. Et quand j'exécute la première requête en haut, ça va me donner le premier tableau ici en bas, donc le nom de mes bases de données. La base de données master, TempDB, modèle, puis MSDB, c'est des bases de données système qui sont un peu spéciales. Mais les deux dernières, produits puis système secret, je vais les retrouver ici dans mon système de gestion de base de données. Je vais avoir produit, puis en bas, je vais avoir système secret. Si je veux lister par la suite les tables de la base de données de produits, je vais exécuter la deuxième requête. Je vais aller chercher le ID de l'objet et le nom. Mais cette fois-ci, je vais aller dans la base de données des produits, dans une table système, encore là, la 6.tables, et qui va me donner toutes les tables dans la base de données des produits. Puis on peut voir le résultat ici. J'ai seulement qu'une table, TBL Users. Finalement, si je veux avoir le nom des colonnes, le nom des champs, je vais encore là aller chercher ça dans la base de données produits, mais d'une table 6 columns. Puis pour ne pas avoir le 100% de nom des tables, en fait, pour ne pas avoir 100% des colonnes, je vais juste filtrer par rapport à la table Users. Je vais réutiliser le produit qui est ici, le Product ID, l'Object ID, et ça va me donner le nom des différentes colonnes en bas, ce que je vais retrouver dans mon système de gestion de base de données. Pour aller chercher tout le modèle, toute la structure de nos bases de données, tout ça se passe dans d'autres bases de données à l'intérieur de mon système de gestion. Puis c'est avec un peu cette information-là qu'on va réussir à aller chercher un petit peu plus d'informations dans notre injection SQL. Deuxième morceau de théorie qu'on a besoin d'avoir pour vraiment bien comprendre, c'est la commande union. La commande union, son but, c'est de réunir plusieurs requêtes ensemble. Les données vont provenir d'à peu près n'importe où. Fait qu'on va pouvoir là, rajouter du data qui provient d'une base de données ou d'une base de données différente, de deux bases de données différentes, de plusieurs tables, peu importe. Il y a cependant quelques critères pour que la commande union fonctionne bien. Premier critère, j'ai besoin d'avoir la même quantité de colonnes. Ça, c'est un critère hyper important qu'on va pouvoir se servir pour attaquer justement tantôt. Ça va prendre aussi le même format de données. Donc, si on avait une colonne qui avait des entiers, je vais juste pouvoir joindre des entiers ou du texte et du texte, etc. Ça dépend des systèmes de gestion de base de données. Fait que si jamais on ne respecte pas les critères, peut-être qu'il va y avoir une erreur, puis là, ça va vraiment dépendre. Je sais par exemple que MySQL, le format de données, ça n'a pas l'air de lui déranger trop, mais MS SQL, Microsoft SQL, lui, le format de données, il est pas mal plus pointilleux là-dessus. Donc, des fois, il va falloir faire des requêtes plus compliquées pour que ça fonctionne. Une commande union, ça ressemble à quoi? J'ai ici, là, ça, en haut, tout, c'est une seule requête, finalement, qui va me donner le résultat en bas. On peut voir ça aussi comme étant deux requêtes complètement séparées, qui vont être jointes par la commande union. Et ce que ça va donner comme résultat, ou en arrière, la façon que c'est pensé, la première requête va me donner
la première entrée. Hein, le produit est égal à 1, donc ça va juste me donner un clavier. Puis après ça, il va y avoir une deuxième requête qui va être exécutée, donc le produit qui est égal à 3. Puis on va juste prendre les deux, puis on va les coller ensemble. Puis ça va me donner un résultat comme on a en bas. Ce qui est le fun aussi avec la commande union, ou en tout cas avec le select SQL, c'est que je peux moi-même aussi introduire n'importe quoi. Je ne suis pas obligé de faire un select d'une table bien précisément. Je peux sélectionner du texte, je peux sélectionner des entiers, je peux sélectionner vraiment ce que je veux. Donc ici, là, on a un deuxième exemple où je vais avoir la première ligne en haut qui va aller chercher le produit numéro 1, finalement. Bon, encore là, mon clavier. Mais la deuxième requête va me chercher la réponse ultime à la question de la vie, l'univers et le reste. Puis ça va venir le coller en dessous. Donc, je peux vraiment mettre n'importe quoi, puis ça va apparaître finalement là, dans mon résultat de requête. Donc, on va récapituler un petit peu, parce qu'on a pas mal fini le bloc théorique. On va juste récapituler, voir ce qu'on a appris ou ce qu'on sait. Première chose qu'on sait dans notre application, ben, je peux faire exécuter du code SQL que moi je veux dans mon application web. Je vais le contrôler. On connaît maintenant comment fonctionne la structure des bases de données, aller chercher des tables spéciales, comment aller chercher le nom des colonnes. Fait que ça, on sait ça. On peut lister la structure des bases de données avec du SQL. Puis là, on a vu un petit peu comment ça fonctionne. Puis on a appris avec la commande union comment est-ce qu'on peut inclure des données qui proviennent d'autres tables ou d'autres bases de données. Fait qu'on a pas mal tout ce qu'on a besoin pour pouvoir continuer puis attaquer notre système de base de données ou notre application web avec l'injection SQL. Fait que let's go. En étape, ce qu'on va faire, premier morceau, première étape, ben, il va falloir que je détecte le nombre de colonnes avec union. Puis ici, c'est obligatoire pour que la requête fonctionne, parce que si je n'ai pas le même nombre de requêtes, quand je vais faire mon union, je ne pourrai pas continuer plus loin. Par la suite, on va aller chercher les autres bases de données, les autres tables, les autres colonnes en utilisant Information Schema. Puis une fois qu'on va avoir vraiment bien compris la structure de la base de données, ben là, on va être capable de vraiment lister l'information ou d'aller chercher le data qui se trouve dans ma base de données. On est vrai? Étape numéro 1, détecter le nombre de colonnes avec la commande union. Petit rappel, la commande union, deux critères bien précis, même quantité de colonnes, puis le même format de données. Puis si jamais les critères ne sont pas respectés, ça se peut qu'il y ait une erreur. Puis là, ce qui est intéressant, c'est le si qui est ici, qui va me donner là, une condition sur laquelle je vais pouvoir jouer pour détecter si j'ai un bon résultat ou si j'ai un mauvais résultat. Puis on va beaucoup jouer avec les erreurs, avec les différences d'état pour savoir si on a quelque chose de positif ou non. Puis dans notre cas, pour détecter le nombre de colonnes, ben, on va juste regarder quand je vais lancer mon injection SQL, est-ce que j'ai une erreur? Est-ce que ma requête n'a pas fonctionné ou est-ce que j'ai une réussite, c'est-à-dire la requête a fonctionné? Et tout dépendamment du résultat que je vais avoir, ça va me dire si j'arrive à la bonne place ou non. Fait qu'en réalité, à quoi ça va ressembler? Ben, on peut voir ici en bas, je vais écrire mon injection SQL en bas, puis ça va se traduire en quelque chose comme ça ici en haut dans mon code SQL. Donc, avec un union select nul ou 0 union select nul, j'essaie de détecter combien de colonnes est-ce que j'ai. Puis on peut voir que j'ai une erreur en bas. Donc ça va me dire deux choses. Première chose que ça va me dire, ben, j'ai pas une colonne. Hein? J'ai pas seulement une colonne parce que j'ai une erreur. Deuxième chose hyper importante que ça vient de me dire, ben, le message d'erreur qui affiche à l'écran parle de MySQL fetch array. On vient de détecter que c'est du MySQL. Donc là, j'ai plus besoin de me poser la question, est-ce qu'il faut que j'aille jouer dans database, dans la base de données master, dans PG Catalog ou dans une autre sorte de base de données. Je suis certain que c'est du MySQL. Donc, je vais me concentrer vraiment là-dessus. On sait qu'on n'a pas une colonne. Ben, on va rajouter un deuxième nul. Hein? J'ai encore une erreur. Je sais que j'ai pas deux colonnes. On en rajoute une troisième. Toujours une erreur. On en rajoute une quatrième. Et là, on peut voir que l'état est différent. Là. Tantôt, j'avais des erreurs. Là, j'ai plus d'erreurs. J'ai des résultats vides, mais j'ai surtout plus d'erreurs. Donc, je suis certain que j'ai 4 colonnes dans ma requête initiale. Si on peut le voir en haut ici, là, il y a effectivement 4 colonnes. Maintenant que je sais qu'il y a 4 colonnes,
ben là, je peux commencer à aller chercher un peu plus d'informations, puis avoir un affichage qui est plus intéressant. Deuxième étape, on va aller chercher les autres bases de données. Puis si on se souvient tantôt, on allait chercher ça dans la base de données informationschema.schemata. Et l'important, c'est de faire un select avec 4 colonnes. Hein? Fait que select nul, le schema name nul nul va me donner mon premier nul en haut ici, en bas. Je vais avoir le nom de ma base de données, puis les deux autres vont être vides, mais j'ai quand même été capable de lister le nom de mes bases de données là, assez rapidement. Après l'étape 2, on a les bases de données. Bon, on va choisir une base de données attaquée, dans ce cas-ci démo, puis on va aller chercher le nom des tables. Nom des tables, on va aller chercher ça dans informationschema.tables. Je vais filtrer sur la base de données démo, parce que je ne veux pas avoir toutes les tables de toutes les bases de données, quoique je pourrais, puis j'aurais une très longue liste. Puis encore là, 4 colonnes, bien important. Donc, select nul, le nom de la base de données, table schema, le nom de la table, puis un dernier nul ici pour avoir 4 colonnes. Puis je vais avoir ma base de données démo qui comprend 2 tables, products et users. Quatrième étape, les colonnes. J'ai besoin de savoir c'est quoi les colonnes qui se trouvent dans ma base de données. Puis encore là, comme tantôt, on va chercher ça dans informationschema.columns à condition que le nom de la table soit users. Puis j'aurais même pu filtrer encore plus sur la base de données démo, ce qui aurait été encore mieux. Et je vais voir que ma table users va contenir les colonnes ID, username, password, puis isadmin. Fait que finalement, je viens de comprendre, je comprends 100% de la structure de ma base de données, de la base de données démo. J'ai le nom des colonnes. Il me reste une dernière étape, aller chercher l'information. Puis là, ça va être aussi simple que de rajouter un union select ID, username, password is admin from la table users. Et on va voir en bas, je vais avoir mes 3 usagers, Alice, Bob et Charlie, avec leur mot de passe. Et le prix, au lieu d'avoir un prix, c'est le champ is admin. Donc, on peut voir que Alice est effectivement admin de la base de données. Fait que notre requête SQL, CSLD en great success. On vient d'avoir pas mal tout ce qu'on voulait avoir sur notre base de données. Mais c'est pas toujours aussi facile. Des fois, il y a des choses qui peuvent se produire et des fois, les données n'apparaissent pas. Hein? Fait que si jamais j'ai pas le résultat de mes données, là, je peux pas voir le nom de mes colonnes, le nom de mes champs et le nom de mes tables. Qu'est-ce que je fais? On va faire du blind SQL injection. Donc, l'injection SQL aveugle, finalement. Qu'est-ce que c'est de l'injection SQL aveugle ou du blind SQL injection? Quand le résultat des données n'est pas affiché à l'écran, il va falloir trouver d'autres méthodes pour détecter si on a un hit ou si on n'a pas un hit. Il va falloir utiliser des méthodes différentes. Puis on peut voir ça comme si le résultat retournerait rien, par exemple, parce que j'ai 0 résultat, tout est normal, tout est beau. Mais si jamais le résultat retournerait du data en arrière, okay, on va falloir essayer de détecter. Puis pour ça, on a quelques méthodes. Première méthode, je peux soit dormir pour une période de temps, puis juste attendre qu'il se passe quelque chose ou attendre une certaine quantité de secondes. Je pourrais essayer de causer une erreur sur le serveur si jamais j'avais un résultat. Je pourrais, n'importe quoi, là, utiliser mon imagination pour détecter n'importe quoi que je peux détecter. Et si je peux détecter un changement d'état, je vais être capable de savoir si j'ai eu un match ou si j'ai pas eu un match. Puis un cas typique pour aller vers cette option-là, ça va être d'utiliser, mettons, un login qui est un petit peu trop bavard. Fait qu'ici, là, on peut voir que l'usager de Rage est usager inconnu. Fait que si l'usager, je le sais qu'il n'existe pas. Mais Alice, par contre, j'ai le message qui dit mauvais mot de passe. Donc, on sait que Alice est un usager qui existe. Je n'ai pas son mot de passe. Mais on sait que The Rage est un usager qui n'existe pas. Juste ce changement d'état-là devrait nous permettre de domper une bonne quantité d'informations aussi. L'idée, ça va être d'utiliser de l'injection SQL, puis encore là, on estime que le formulaire de login est vulnérable à l'injection SQL. On va utiliser l'injection SQL pour faire une recherche, puis comparer le début du champ qu'on veut attaquer en utilisant des fonctions comme substring
ou left ou d'autres fonctions qui sont disponibles dans le système de base de données qu'on veut attaquer. On va comparer, par exemple, le premier caractère du champ avec tous les caractères qui sont possibles. Okay, donc, je vais faire vraiment une grosse recherche. Et dans le cas de mon login, si le message me dit usager inconnu, ben, je sais que ça aurait retourné rien en arrière. Donc, si ça ne retourne rien, c'est usager inconnu, ben, il n'y a aucun usager qui va débuter avec la lettre que j'ai essayée ou avec le caractère que j'ai essayé. Par contre, si le message c'est mauvais mot de passe, ben, je sais qu'il va y avoir un usager qui va débuter par cette lettre. Un ou plusieurs usagers qui vont débuter par la lettre. Donc, je sais que j'ai un match. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Rinse and repeat. On continue avec la deuxième lettre, la troisième lettre, la quatrième lettre, jusqu'à temps qu'on arrive à la fin avec le résultat complet, finalement. À quoi ça ressemble? Ben, dans ce cas-ci, on va faire une recherche pour un usager qui débute par la lettre D. La requête SQL en arrière est un petit peu différente. On cherche pour du texte. Fait que remarquez là, que dans mon champ, j'ai été obligé de commencer par un apostrophe pour pouvoir fermer ici la comparaison avec le username puis du texte. Et à la toute fin, ben, j'ai ouvert mon apostrophe pour la comparaison, mais je ne l'ai jamais fermé parce que la façon que le code a été programmé dans l'exemple ici, il ferme automatiquement avec un autre apostrophe. Donc, si je veux avoir une requête valide, moi, je dois juste contrôler ce qui se trouve dans le milieu. Il y a plein d'autres façons d'arriver au même résultat avec des méthodes différentes, mais c'est une façon facile pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Donc ici, est-ce qu'il y a un usager qui débute par la lettre D? Ben, on va comparer avec un OR. Je vais aller chercher le champ username. Je vais commencer au caractère numéro 1. Je vais prendre le premier caractère, puis je fais une comparaison à savoir s'il commence par D. Le symbole de pourcentage, c'est un wildcard. C'est pour dire que n'importe quel caractère, c'est l'astérix finalement dans tous les autres langages, dans la majorité des autres langages. Et le résultat qu'on a, j'ai usager inconnu, donc ça me confirme qu'il n'y a aucun usager dans la table qui commence par la lettre D. Si j'essaie par contre avec la lettre A, là, j'ai juste changé mon résultat de recherche, ben, mon message est différent. Là. Je suis rendu avec mauvais mot de passe. Tantôt avec la lettre D, usager inconnu, j'en ai pas. Ici, mauvais mot de passe, j'en ai un. Je ne sais pas c'est qui, mais il y a au moins un usager qui commence par la lettre A. OK. Ben, on fait quoi maintenant qu'on a cette information-là? Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a un usager qui débute par la lettre A. OK. Prochaine étape, ben, on va juste tester maintenant la deuxième lettre. On va chercher un usager qui débute par AA, AB, AC, en utilisant la même méthode, jusqu'à temps qu'on ait un match. Fait que, let's go. Est-ce qu'on a un usager qui commence par les lettres AA? Hein, ici, on a rajouté un deuxième caractère, donc débute au numéro 1, mais fait les deux premiers. Il faut que ça commence par AA et n'importe quoi après. Et j'ai ici usager inconnu, donc j'en ai pas. On va faire la même chose pour AB. On va faire la même chose pour AC, AD. Ça va prendre un petit peu de temps. Et à un moment donné, on va arriver à AL. Et AL, ben, le message est différent. J'ai un mauvais mot de passe. Donc, si j'ai un mauvais mot de passe, ça veut dire qu'il y a effectivement un usager qui commence par AL. Good, nos affaires, ça avance, c'est bon. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on sait? Ben, on sait qu'il y a un usager qui commence par AL. Fait qu'on fait quoi après? On recherche un usager qui commence par ALA, ALB, ALC, en utilisant les mêmes méthodes, la même façon. Fait qu'on y va. Mais si on fait ça à la main, ça va être long. Fait qu'il doit avoir absolument une meilleure façon. Et moi, quand je vois que je suis obligé de répéter les choses plus que 2-3 fois, je me dis que je me tourne vers du scripting. Donc, on va utiliser, moi dans mon cas, je vais utiliser Python, parce que chaque fois que j'ai quelque chose à exploiter ou à scripter rapidement, c'est du Python que j'utilise. C'est la totalité du script en passant, c'est pas, il n'y a rien qui est tronqué, là. C'est 100% du script. Pour voir ici, là, je vais aller chercher tous les caractères qui sont affichables, mais dans mon cas, je vais enlever l'apostrophe parce qu'elle me cause des problèmes. Je vais enlever aussi le symbole de pourcentage parce qu'il me cause des problèmes. Pour simplifier l'exemple, j'ai juste décidé de les enlever, tout simplement. Mais sinon, ben, il y aurait des façons d'aller vraiment faire des recherches pour ces caractères-là aussi.
important, là, surtout pour les mots de passe, par exemple. Donc, je vais faire une boucle infinie, puis pour chaque caractère qu'il y a dans la liste des caractères, c'est-à-dire l'alphabet minuscule, majuscule, les chiffres, les symboles particuliers, n'importe quoi que je peux écrire, les espaces. Donc, pour chaque caractère, je vais faire un essai pour faire mon login, finalement, hein, un post. Puis, je vais aller comparer le premier caractère avec combien de caractères que je connais déjà. Puis, je vais le comparer à ce que j'ai déjà absorbé comme information. Si jamais j'ai le mot usager inconnu, hein, puis ça c'était mon injection SQL qui est ici. Puis en bas, ben, je vais faire une vérification. Donc, si je trouve usager inconnu dans ma page, ça veut dire que j'ai pas eu le match. Donc, ce n'est pas un caractère qui est valide. Par contre, si j'ai pas eu usager inconnu, puis que j'ai eu mot de passe incorrect, ben mon caractère que j'ai utilisé, il est bon. Donc, je vais le sauvegarder, puis on va recommencer à la prochaine étape. À quoi ça ressemble? Vous allez voir, ça va assez vite. Fait que regardez en bas à gauche, je vais lancer mon attaque. Puis là, c'est sûr, ça va très vite parce que je suis en local. Mais on peut voir là, il passe à travers tous les caractères. Puis quand il y a un match, il passe au prochain. Ouais, mettons, je le lance une deuxième fois, là, parce que c'était quand même assez vite. Vous remarquerez qu'il va vraiment essayer tous les caractères un par un. Puis quand il détecte quelque chose, il passe au suivant. OK. Fait que ça va quand même très bien. Je triche parce que j'utilise déjà, je connais déjà la colonne username. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je ferais si je voulais détecter qu'il y avait une colonne username? Bien, je vais refaire les mêmes étapes qu'on a faites précédemment. Je vais aller chercher avec une commande union, je vais aller chercher informationschema.schemata, puis je vais comparer avec le schema name pour aller chercher le nom des bases de données, puis éventuellement le nom des tables. Fait que la première requête, ben, démo, je sais qu'il y a une base de données qui s'appelle démo. Fait que je vais juste filtrer pour dire, ben, continue ta recherche, mais je ne veux pas rien savoir de démo. Fait qu'on va avoir après ça là, la deuxième base de données qui va commencer à apparaître, Information Schema, fort probablement. Parfait. Fait qu'on va filtrer celle-là aussi, on va l'enlever. On va juste rajouter une autre condition. Je ne veux pas avoir cette base de données-là non plus. Puis on va juste continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait plus de résultats. Ça veut dire qu'on va avoir eu 100% des bases de données. Puis là, j'ai magasin 1 qui vient d'apparaître. Fait qu'on vient d'avoir un peu plus d'informations. C'est sûr que si on voulait lister ça de façon plus automatisée, là, je ne le ferai pas manuel comme ça, mais il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe en arrière. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de recréer finalement l'outil SQL Map. C'est pas mal ça qu'on vient de faire en quelques lignes de Python. Ça fait un petit peu, pas tant que ça. Fait qu'on vient de le faire un petit peu. Tout ça a été causé parce qu'on avait un message d'erreur pour deux choses. Un, parce qu'on avait une injection SQL qui était possible, mais aussi parce qu'on avait un changement d'état. Je pouvais détecter un usager invalide versus un mot de passe incorrect, fait que ça pouvait me donner des indices. Fait que, OK, on va réparer le problème. On va mettre un message super générique. On ne corrige pas l'injection SQL, on fait juste mettre un message générique. Fait que ça veut dire que mon attaque, elle va arrêter de fonctionner. Je ne pourrai plus détecter si c'est bon ou si c'est pas bon. Fait que tout est beau. Tout est beau. Il y a où le problème dans ce cas-là? Ben, le problème, c'est qu'on va aller avec je pense que c'est une de mes attaques favorites, juste de la façon que ça fonctionne, c'est les time-based attaques. Donc, au lieu de se baser sur un mauvais résultat, on va utiliser la latence, on va utiliser l'attente, on va utiliser le temps, finalement, pour savoir si on a un bon résultat ou si on a un pas bon résultat. On va utiliser deux autres morceaux, deux fonctions ou deux instructions de plus pour détecter où est-ce qu'on est rendu. Donc, la fonction sleep qui va nous faire attendre un certain nombre de temps et la fonction, l'instruction select case qui va nous permettre de faire des conditions. On va encore comparer le premier caractère avec chaque caractère possible. Donc, c'est le même substring ou left, dépendamment du système qu'on va utiliser. Mais là, la détection va être un peu différente. Si j'ai une réponse immédiate, ben on va se dire le caractère n'est pas bon, je vais juste l'ignorer. Par contre, si j'ai une latence ou une attente de X secondes, ben là, ça veut dire que je vais avoir un résultat qui est viable, puis je vais pouvoir rajouter mon caractère à ma liste.
On fait juste utiliser une méthode de détection qui est différente. Fait que, let's go. On commence ça. Mais on va faire encore un tout petit peu de théorie, juste pour être certain qu'on comprenne bien, là, surtout au niveau du select case. Fait que, un exemple super simple d'un select case, ben, un select case, c'est la commande if dans la majorité des langages de programmation, ou la commande switch aussi, là, qui va être pas mal l'équivalent. Pour ceux qui sont plus vieux, qui ont fait du VB5, du VB6, du Visual Basic 5, 6, peut-être même avant, il y avait l'instruction select case qui est presque du copier-coller. Fait que j'ai ici une requête SQL qui va aller chercher 3 colonnes. Première colonne, username. Deuxième colonne, isAdmin. Troisième colonne, j'ai une condition ici. Okay? Et la condition me dit, quand le champ isAdmin est égal à 1, j'aimerais ça que tu affiches admin. Sinon, j'aimerais ça que tu affiches usager. Et le résultat qu'on va avoir, si on exécute la requête dans php-myadmin, par exemple, j'ai effectivement mes 3 colonnes. Username, première colonne. Deuxième champ, isAdmin. Et troisième, ça va être ma condition que j'ai faite. Puis on peut voir que quand isAdmin est égal à 1, ben, il y a textuellement le mot admin qui va être écrit, sinon ça va être usager. Fait que si je suis capable de contrôler quelque chose, puis je suis capable de le détecter, je peux pousser la chose un petit peu plus loin. Notre vecteur d'attaque, ça va être d'utiliser un select case accompagné d'un sleep. C'est ça qui va vraiment nous permettre de bien détecter la chose. Première chose, première étape, on va lancer la requête, puis on part le chronomètre. Ensuite, s'il y a une pause de 3 secondes, dans l'exemple qui est ici, ça veut dire que j'ai eu un admin. Parce que ça le dit, là, case when isAdmin est égal à 1, sleep 3. Fait que si c'est un admin, attends 3 secondes. Si c'est pas un admin, nul, affiche rien. Fait que si j'ai une pause de 3 secondes, c'est un admin. Si la réponse vient immédiatement, ben, je sais que c'est pas un admin. Okay? Fait que ça va être le vecteur d'attaque qu'on va utiliser pour essayer d'aller chercher le restant de l'information quand on n'a pas d'information, quand on n'a pas de résultats qui s'affichent intéressants. Notre requête SQL va devenir un petit peu plus grosse, cette injection. Fait que j'ai encore mon union. J'ai encore le select avec le même nombre de champs, 1, 2, 3, 4, mes 3 premiers, puis le quatrième, c'est mon select case. Je vais encore utiliser substring avec le username 1, donc commence au premier caractère, va en chercher 1, puis je compare avec la lettre D. Est-ce qu'il y a un usager qui commence par la lettre D? Si oui, sleep 3 secondes, sinon, affiche 4, juste pour dire que j'ai une requête qui est valide, puis qui ne va rien me donner comme résultat. Et dans ce cas-ci, je vais avoir aucune attente. Ma réponse va venir tout de suite. Donc, j'ai aucun usager qui va commencer par la lettre D. Par contre, si je vais avec la lettre A, puis là, on sait déjà qu'Alice existe, mais quand je vais lancer mon injection SQL ici dans le formulaire de connexion, ben, je vais avoir une attente de 3 secondes. Fait que je vais entrer ma requête SQL, je vais faire connexion, ça va attendre 3 secondes, ça va charger. Après ça, ça va me dire que l'usager connexion invalide, mais j'ai quand même eu l'attente de 3 secondes. Donc, ça me dit qu'il y a un usager, un ou plusieurs usagers, qui commencent par la lettre A. À quoi ça ressemble? On va le voir bientôt, mais finalement, qu'est-ce qu'on sait? Ben là, on sait qu'on a un usager qui commence par la lettre A. Et ça, c'est merveilleux. Prochaine étape? Ben, vous voyez venir, hein? On va rechercher un usager qui commence par AA, AB, AC. On va utiliser la même méthode. C'est les mêmes affaires que tantôt. C'est la même affaire. C'est juste notre méthode de détection qui est un petit peu différente. Notre script va changer légèrement, vraiment pas beaucoup. Donc, on va utiliser, on va rajouter un try except. Donc, on va faire finalement crasher notre script volontairement en utilisant un timeout. Et en faisant crasher notre script, on va pouvoir capturer l'exception. C'est lui qui va nous déterminer si c'est avec cette méthode de détection-là qu'on va savoir si l'usager est valide ou pas valide. Donc ici, je vais faire encore mon post. Avec un timer de 2 secondes, je vais envoyer mon injection SQL de la même façon que tantôt, mais ici, je vais faire un sleep de 3 secondes. Okay? Mais mon timer est de 2. Et c'est super important d'avoir, ici, il va falloir jouer avec les chiffres un peu pour avoir des bons résultats. Hein? Parce que si ma requête, elle se fait envoyer,
et que ça ne sleep pas, donc mon timeout ne va pas arriver, je ne vais pas avoir d'erreur, mon caractère n'est pas bon parce que j'ai une réponse tout de suite. Par contre, si mon caractère est valide, mon caractère de recherche, il va avoir un sleep de 3 secondes et il faut que le sleep soit plus élevé que mon timeout. OK? Si mon sleep est plus élevé que mon timeout, donc attend 3 secondes, OK, mais mon script Python lui attend juste 2 secondes. Puis après 2 secondes, il crash. S'il crash, ça veut dire qu'il y a eu un sleep. S'il y a un sleep, ça veut dire que mon caractère est bon. Donc, c'est un petit peu différent. Ma méthode de détection, c'est vraiment basé sur le temps puis sur un crash au lieu de faire une détection par rapport au texte. À quoi ça ressemble? Ben, encore là, en bas à gauche, vous allez voir, c'est un petit peu différent. Ben, c'est très semblable. À chaque fois que je vais avoir un bon caractère, vous allez voir, le script va faire une pause de 2 secondes. Le temps que le timeout expire puis qu'on passe au prochain. Puis, vous pouvez même remarquer, là, moi, j'ai utilisé un sleep de 4, mais on a quand même eu là, un bon match. À chaque caractère, il y a une pause, fait qu'on sait qu'on a un match correct. Puis encore là, j'utiliserai la même méthode pour aller chercher le nom de mes tables, le nom de mes colonnes dans Information Schema. Ce serait le même principe. Okay. Il nous reste l'injection causée par les erreurs. Donc, peut-être qu'il va y avoir des filtres qui vont être mis en place dans la base de données pour empêcher les sleeps. Parce qu'avec les sleeps, ce qui est intéressant ou non, tout dépendamment de ce qu'on se trouve, c'est qu'on pourrait faire un sleep 5 minutes, puis rendre peut-être le serveur inaccessible faire un DOS finalement. Okay? Des fois, il va peut-être avoir des filtres. Je vais dire non, sleep, c'est pas une méthode que tu as le droit d'utiliser. Ça me prend d'autres façons de détecter si j'ai un match ou si j'ai pas eu un match. On va reprendre sensiblement le même principe que pour un sleep, avec le select case, avec le substring, même affaire. Mais au lieu de faire dormir le serveur pour une période de temps, on va vérifier s'il y a une erreur. Donc, si on a un match, tantôt on faisait sleep, mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va causer une erreur fatale sur le serveur, puis on va détecter cette erreur. Quand on n'a pas de match, on ne cause pas d'erreur, fait que tout continue comme dans du beurre. Puis on pourrait utiliser, par exemple, le code d'état du serveur web, à savoir est-ce qu'on a eu un 200, un status code 200 ou un status code 500, par exemple. Ça pourrait être une méthode qu'on pourrait utiliser. Il y a plusieurs façons de causer des erreurs, puis ça va dépendre de comment le système est configuré, c'est quoi le système de gestion de base de données qui est en arrière, ça va prendre un paquet de conditions, mais c'est par exemple, je préfère un integer overflow. Ça va faire un calcul tellement grand que ça va y prendre trop de temps, puis en fait, il va y avoir un overflow. Ça pourrait être assez d'utiliser une fonction qui est refusée. Donc, si je veux utiliser XP Command Shell sur Microsoft SQL, si je n'ai pas le droit, ça va crasher. Ça pourrait être un mauvais type de données. Hein, je rajoute du texte dans un champ d'entier, un champ de nom, ça va être refusé. Valeur interdite dans un champ, un nul dans un champ requis. Fait qu'il y a plein de façons de causer des erreurs. Ça va encore là dépendre du système qui est dans le back-end, puis de ce qui est permis d'utiliser dans notre fonction SQL. Je reprends les mêmes exemples de tantôt. Okay? Fait que si on a un usager qui débute par la lettre A, on est rendu bon, on sait qu'il y en a qui existent. Je vais avoir mon union, mon select 1, 2, 3 avec mon case. Mais si jamais mon caractère match, alors j'ai un immense calcul, puis ça c'est un calcul qui est documenté dans la documentation de MySQL, pour dire ça c'est le maximum que tu peux aller. Si tu fais ça, ça va crasher. Fait qu'on va l'utiliser. Puis fait que si j'ai un match, cause une erreur. Si j'ai pas de match, 1, fait pas d'erreur. Et on peut voir que ça m'a donné une erreur fatale. C'est une erreur qui n'était peut-être pas attendue. Est-ce qu'elle n'a pas été capable de le faire? On va utiliser encore du scripting, parce que je ne vais pas faire ça à la main. On va automatiser les choses un peu. Le scripting, pour chaque caractère qu'on va retrouver, encore une fois, je vais faire mon post, je vais envoyer mon erreur qui est ici. Mais juste pour faire différent, j'ai décidé d'utiliser le status code pour faire ma vérification. Fait que si le status code n'est pas 500, j'ai pas d'erreur. Donc, c'est pas un caractère qui est valide. Je fais juste passer au suivant. Puis sinon, là, je vais le rajouter. Fait que c'est vraiment le même principe qu'on a depuis tantôt en détection d'état. C'est juste que l'on utilise un état qui est différent. Puis,
là, c'est sûr, j'utilise Status Code 500 pour l'exemple qui est ici, mais ça pourrait être redirection versus pas redirection. Ça pourrait être. Dès que vous êtes capable de détecter un changement d'état, on est capable de savoir si on a un match ou si on n'a pas un match. Fait qu'on est capable de savoir qu'on a un bon caractère ou pas un bon caractère. C'est vraiment ça, là, le mot. C'est vraiment ça l'important. Détecter un changement d'état. Petit bonus, juste parce que, hein, c'est le fun d'avoir des petits bonus. Mettons qu'on a un scénario idéal avec Microsoft SQL Server. Puis là, je ne dis pas que c'est pas impossible avec d'autres systèmes, mais pour faire différent, là, je pensais que ça serait intéressant. Fait qu'imaginons qu'on a un scénario incroyable avec une injection possible avec du Microsoft SQL parce que c'est fait in-house, puis tout ça, c'est codé so-so, puis je peux faire de l'injection SQL, puis que, par exemple, la procédure XP Command Shell est activée, puis qu'elle est utilisable. Hein, ça, c'est une procédure qui me permet d'exécuter des commandes système sur le serveur. Fait qu'on a vraiment un scénario idéal là, qui arriverait jamais, jamais, jamais en production. Là. C'est sûr que ça n'arriverait pas en production. Clin d'œil, mais bon. À quoi ça pourrait ressembler? Ben, on va de 1 confirmer qu'on a bien 4 colonnes, puis vu que c'est du Microsoft SQL, lui est plus picky sur les types de données, c'est pour ça que je mets des apostrophes. On a confirmé qu'on a de l'injection SQL possible. On va rendre un peu là, notre espace de travail plus intéressant en agrandissant notre champ de recherche. Ça va être beaucoup plus facile à lire. Puis on va s'amuser avec une requête SQL qui est un peu différente. Donc vous pouvez voir que j'ai un reverse shell qui s'en vient. Puis l'autre bord, on va se partir un serveur web en Python puis un Netcat. On va juste attendre que la requête s'en vient. Puis si tout va bien, on va avoir un résultat qui est quand même intéressant. Donc, juste comme ça, je pourrais avoir un reverse shell sur mon serveur avec le service MS SQL Server. Okay? Là, on est vraiment là, dans le scénario parfait, là, mais c'est jusque-là que ça peut amener si c'est mal configuré ou si c'est pas si les mesures de sécurité ne sont pas vraiment bien appliquées. Fait que, OK, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut se protéger contre ces attaques-là ou en tout cas réduire la surface d'attaque et essayer de le prévenir le plus possible? Je donne des pistes de solutions, mais petit disclaimer, d'un, je ne suis pas un expert en sécurité informatique de tout ça. Moi, je suis plus dans le j'aime ça casser des affaires. Moi, les réparer, ça m'importe peu, bien souvent. Là. Bientôt, ça va m'importer, mais à date, je casse les affaires. C'est une liste qui n'est pas exhaustive. Là. Il y a plein d'autres façons là, de pouvoir se protéger contre ça, puis probablement des bien meilleures façons que ce que je vais vous lister, mais ça, je dirais que c'est quasiment le bare minimum. Puis oui, bien important, effectuer des tests. Essayez de casser vos propres systèmes. Puis lancez donc SQL Maps sur vos systèmes en développement. Là. Comme ça, vous allez savoir si vous êtes en train d'introduire, sans le vouloir, des bugs ou des problèmes futurs. Première piste de solution, ben ça, tant qu'à moi, on devrait tout le temps appliquer ça. Là. Ne jamais faire confiance aux données entrées par un usager. Utilisez les fonctions de protection de votre langage ou de votre framework. Utilisez un système ORM, Object Relational Model, je pense. Ça utilise des objets. Donc, ça va être beaucoup plus sécuritaire. Utilisez des procédures stockées, utilisez des déclarations qui sont préparées dans vos langages. Si je donne un petit exemple avec MySQL, ben, premier exemple, c'est très mauvais. Là. On peut voir qu'on a notre requête ici et le résultat est directement plugué dans ma requête SQL. Puis c'est exactement ce problème-là qui a fait qu'on a pu passer toute la tâche ensemble, mais j'ai pu hacker mon application. C'est une requête comme ça. Okay? Fait qu'on donne un contrôle absolu à l'usager. Puis ça, il ne faut jamais faire ça. Quelque chose qui est mieux, ben, je vais utiliser les modèles, je vais utiliser les fonctions d'objets en PHP, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis on va utiliser une déclaration préparée. Donc j'ai mon select, j'ai ma même requête, mais je vais mettre un point d'interrogation au lieu de la valeur du username. Et je vais utiliser le bind param, dire c'est un string, puis plug donc ça. Puis bind param, lui, en arrière, il va s'occuper de tout bien filtrer les affaires, il va s'occuper de mettre les apostrophes comme il faut, de faire du escaping qui a du bon sens. Il devrait rendre ça sécuritaire. Okay? Puis avec le type de requête en bas, je ne serais pas capable d'aller faire de l'injection SQL. Juste ça, ça va réussir à bloquer les requêtes SQL de base qu'on a faites là, tantôt.
L'autre avantage d'utiliser des frameworks ou d'utiliser des choses qui sont déjà incluses, c'est que si jamais on se rend compte une couple d'années plus tard ou quelques mois plus tard qu'il y avait des bugs dans le MySQL Prepare, ben je vais juste faire une mise à jour de mon framework ou de ma version de PHP, puis le bug il va être réglé finalement. Je ne suis pas obligé de passer à travers toutes mes pages puis régler ça. Deuxième piste de solution, ben, limiter le nombre de requêtes permises par seconde. Puis bloquer temporairement ceux qui vous font des brute force. Juste un exemple comme ça, l'outil Nmap, pas Nmap, mais SQL Map, peut facilement effectuer plus de 1500 requêtes en 60 secondes. Puis je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je fais une recherche pour quelque chose chez Best Buy, je fais pas 1500 requêtes en 60 secondes. Tu sais, j'en fais une, deux, trois peut-être, pas bien plus. OK? Donc, servez-vous du rate limiting sur vos serveurs, vous allez vraiment limiter les attaques de type brute force, en plus de limiter d'autres sortes d'attaques aussi. Puis juste pour le fun, là, tantôt, quand on est allé chercher Alice avec le script, ça a pris environ 50 requêtes. Juste pour ça. Juste pour trouver un username Alice, c'était 50 requêtes. Puis tout avant, il y avait eu le travail d'aller chercher le nom des bases de données, le nom des tables, le nom des colonnes. Donc, imaginez que le nombre de requêtes, s'il y en a beaucoup, juste mettre du rate limiting, ça va aider beaucoup. Troisième piste de solution, ben, utiliser un WAF, un Web Application Firewall avec votre serveur web. Tu sais, ça pourrait être juste mode security sur Apache, puis vraiment le configurer comme il faut. Juste ça va aussi là, aider quand même grandement la sécurité. Ça se peut qu'il y ait eu des oublis. Ça se peut que vous avez fait une migration de votre application non sécuritaire, puis on est en train de changer, puis il y a une ou deux fonctions qu'on a oubliées. Ben, les hackers ils vont peut-être trouver ces fonctions-là. Donc, notre Web Application Firewall, lui, devrait être en mesure de protéger contre les quelques fonctions qu'on a oubliées. Ça ne veut pas dire de juste utiliser un WAF puis de coder n'importe comment, là, parce que même un WAF, ça peut se contourner sans trop de misère, mais c'est une mesure de plus. Puis c'est mieux d'en avoir une que de ne pas en avoir une, finalement. Là. Si ça peut éliminer les script kiddies qui ne savent pas comment le contourner, ben coudonc, tant mieux, ce sera déjà ça de gagner. Et quatrième piste de solution, ben, séparer les accès et n'attribuer que le minimum de permissions à vos usagers de base de données. Donc là, c'est vraiment l'usager qui est utilisé à la connexion. Utiliser des usagers différents puis essayer de bien séparer tout ça ensemble. Un usager de base de données différent n'ayant que les droits nécessaires. Puis la grosse majorité du temps, là, nos usagers de base de données n'ont besoin que de lecture et écriture. Pour la grosse majorité des choses, c'est juste ça qu'ils ont besoin. Si jamais vous avez des besoins particuliers, par exemple, modifier le schéma avec l'installation de WordPress, parce que WordPress il va créer votre base de données, créer vos tables et tout ça, ben c'est correct. Vous utilisez l'usager, puis donnez-lui les permissions, juste pour pouvoir faire votre installation. Puis une fois que c'est fini, enlevez les privilèges de modification du schéma. Puis WordPress devrait continuer de fonctionner comme il faut, sans trop de problèmes. Puis, mais si jamais il arrive un bug dans un plugin, ben, vous ne serez pas exposé à toutes sortes d'affaires. En bas, mauvais, ben, utiliser un compte admin pour toutes nos connexions, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça veut dire que mon usager, avec une simple injection SQL, va être capable d'aller explorer toutes les autres bases de données, toutes les autres tables, puis de lire pas mal 100% d'informations. Tandis que si j'utilise un usager spécifique avec un mot de passe différent, ben, le pire qui pourrait arriver, ça va être que je vais aller chercher toute l'information de ma une base de données, mais je ne vais pas commencer à compromettre les bases de données des autres ou les autres bases de données ne vont pas venir me compromettre moi dans mon application qui est hyper sécuritaire. Ben, je veux pas que le forum des pigeons de l'Asie de l'Est vienne hacker mes affaires parce qu'on utilise le même usager partout. Fait que c'est 4 pistes de solutions. Il y en a plein d'autres, comme je vous dis. Je ne suis pas un expert de la défensive, mais ça fait au moins ça de plus. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, venez me voir sur Discord de Rage, sur le serveur du Hackfest, assez actif. Et sur ça, ben, je vous souhaite une bonne conférence, un bon restant d'après-midi, puis un bon CTF.